Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Comme chaque semaine, on a 4 invités. Et oui, on remet tout dans l'ordre. Après 2 émissions test les semaines précédentes, 4 invités que vous voyez et 2 sujets que vous ne voyez pas encore. C'est normal, on les a pas encore affichés. Et je vais vous les donner tout de suite. On parlera de Minute Buzz racheté par TF1. On parlera également du programme numérique de Trump, parce qu'il figurez-vous qu'il existe un programme numérique de Trump, malgré ce qu'on a pu entendre à droite à gauche. Il n'y a pas 250 éléments, mais il y en a assez pour avoir une véritable discussion là-dessus, qu'on aura avec notamment Marion Nougier. Salut Marion. Bonjour. De retour. Marion, c'est WeBelong. C'est ça. Et c'est Starter également. C'est ça, donc WeBelong, qui est une plateforme de commerce collaboratif Mhm. qui gère un peu plus de 10 millions de consommateurs aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'organiser la collaboration entre les distributeurs, les marques et les consommateurs. Mhm. Et Starter, qui est une association qui soutient et met en avant des femmes C'est dans le la nouveau tech et nom de l'innovation. Girls in Tech Paris et c'est la nouvelle dimension, parce que ça a bien changé également. Exactement. Co-directrice en fait, nouvelle co-directrice. Exactement. L'autre co-directrice est en face, ça tombe bien. C'est incroyable cette émission. Salut Johanna. Salut. Johanna, c'est également Sésame. Oui, exactement, Startup Sésame, donc cofondatrice de ce programme qui a pour but de soutenir et d'aider les entrepreneurs à mieux se développer en Europe via des événements techno. Voilà. En 15 secondes, Starter. En 15 secondes, Starter, c'est donc précédemment l'équipe de Girls in Tech Paris, hein, c'est toujours les mêmes Bon, c'est des équipes. filles essentiellement, mais il y a aussi des hommes. Il y a aussi effectivement un homme qui nous a rejoints et surtout il y a des hommes et des femmes qui nous soutiennent et qui participent et qui nous aident à avancer. Promouvoir sur la nos présence actions. des femmes dans le web, C'est promouvoir ça. l'entrepreneuriat féminin, promouvoir et faire un réseau aussi. Oui, et puis le but c'est d'aller plus loin que ça Mm. maintenant, donc c'est de parler, d'engager avec les générations plus jeunes, Mm. proposer même de la formation et puis potentiellement découvrir des nouveaux talents aussi. À côté de Johanna, le retour de Philippe Couve. Salut Philippe. Salut. Philippe, c'est Samsa. Samsa, c'est ce qu'on apprend à faire, notamment des reportages avec ce que tu as dans la main, un iPhone. Et j'ai envie de faire Ou avec un Android ou aussi. avec un Android. Et Samsa Africa. Ah bah oui, bah oui. Bah, je reviens d'Abidjan. Il y a un gros événement web qui se tenait à Abidjan, l'Africa Web Festival. Mhm. C'était plus de 5 ou 6 000 personnes pendant 3 jours. Ouais. Et parce qu'il faut dire que sur place, alors en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup de pays et de villes du continent, ça bouge très Ouais. vite. C'est ce qu'on Il dit y tout le temps. a, Ouais. il y a une, mais on avait auparavant une densité très importante dans le monde anglophone. On parlait du Kenya, on parlait de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, bien sûr, mais du Nigeria ou du Ghana, avec énormément d'activités. Et puis on avait quelque chose d'un peu plus distendu côté Afrique francophone. Aujourd'hui, on commence à avoir des densités de développeurs, de gens qui ont des idées, qui maîtrisent ces enjeux numériques, qui font qu'il y a beaucoup d'innovations en cours et qui touchent des domaines qui ont, pour nous, qui semblent parfois un peu, comment dire, folkloriques, par exemple sur l'agriculture, mais avec des enjeux extrêmement forts, puisqu'il va falloir nourrir sur ce continent une population qui va doubler dans les 30 ans qui viennent. Donc ça bouge à Abidjan, ça bouge à Dakar, ça bouge dans l'Afrique de l'Ouest francophone. on va dire. Absolument. Alors que c'est vrai que c'est l'Afrique anglophone qui, jusqu'à présent, avec le Kenya et le Nigeria, était vraiment en tête de pont de tout ce qui se passe en Afrique. Et Afrique Innovation, là, c'était le hashtag d'un programme qu'on a mené avec CFI, l'Agence française de coopération média, pour aider à l'émergence de nouveaux médias sur le territoire africain. On t'a vu sur Facebook, je crois bien, en train de dire, tiens, je suis en Wi-Fi dans un taxi dans Abidjan. Hein. Il y a des sortes de Uber. Uber n'est pas encore arrivé, mais il y a 3 compagnies de VTC qui se concurrencent déjà dans les rues d'Abidjan, et on commande son VTC, il arrive avec le Wi-Fi, etc. Et ça fonctionne impeccablement bien. Mais je dirais c'est un peu la pointe immergée de l'iceberg, parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses. Ouais. En face, bon, alors là, costard, ronde, serviette, la totale, quoi. En fait, d'une certaine façon, Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Toujours Yogosha, Toujours. toujours le bug bounty, et toujours un carton. Et toujours. En fait, il n'y a rien à dire de plus que la dernière fois. C'est une espèce de dimension incroyable qui est en train de se passer autour de ton activité. Et c'est tant mieux, hein. Bah, faut dire que la cybersécurité est plus qu'à la mode. Et puis en plus, aux États-Unis, c'est très très bien ce qui va se Oui, passer pour toi. On aura absolument. l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. La première partie sera consacrée à l'acquisition de Minute Buzz par TF1. Vous connaissez certainement Minute Buzz. Et Minute Buzz qui emploie 40 personnes, qui a 9 millions de fans, qui revendique 250 millions de visiteurs uniques par mois sur des sujets qui sont assez grand public, hein, faut dire ce qui est.
eh bien, a décidé il y a 2 mois de devenir entièrement social. Plus de sites, vous pouvez y aller, mais Buzz, il n'y a plus rien. On vous renvoie directement vers les réseaux sociaux. Et TF1 a décidé donc de devenir actionnaire majoritaire de Minute Buzz. Ça s'est passé il y a quelques jours avec une déclaration d'Olivier Abécassis, qui est un peu le monsieur Internet de TF1, qui a dit non, la télévision n'est pas morte. Elle a fait des enfants et on est très fiers de vous présenter notre nouvelle adoption. On commence par Monsieur Média depuis toujours, Philippe, parce que moi je me souviens de RFI notamment il y a des années, pas si longtemps que ça finalement. Ouais, 6 ans quand même. 6 ans quand même. Mmh. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de ça en fait, de cette inclusion finalement, de cette espèce de monde barbare là, des chatons vidéo, et j'exagère en disant ça évidemment, qui rentrent dans la maison TF1. J'ai envie de dire que ça me rappelle cette phrase, maintenant que tout le monde a en tête, de Patrick Lelay, qui avait dit le travail, le rôle de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible Donc, à des annonceurs. Est-ce que maintenant c'est ou à le temps de Coca-Cola. chatons disponibles finalement? Voilà. Je pense qu'on est dans la même logique de capter c'est cohérent. de l'attention. Ouais. Quel que soit le propos, il n'y a pas d'autre intention que de capter cette attention et ensuite de monétiser cette attention auprès des annonceurs. Et je pense que là, pour le coup, il y a une cohérence, si ce n'est dans les moyens et les manières de l'effectuer, mais au moins dans les objectifs, entre ce que fait TF1 selon cette phrase qui résumait un peu l'activité et le modèle économique, et ce que fait Minute Buzz aujourd'hui. TF1, dont on s'aperçoit bien qu'ils sont sur une stratégie qui essaie de reconquérir vraiment toute une partie du public qui a totalement échappé à la télévision traditionnelle, et notamment les millennials. On a la chance d'en avoir 2 parmi nous, les millennials S. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion, de ça? Moi, je pense que ça rentre un petit peu dans la stratégie de dire, voilà, aujourd'hui, il y a la télé, il y a du contenu sur la télé, et comment est-ce que des groupes comme TF1 peuvent construire une image de marque avec d'autres contenus, sur d'autres supports, accessibles finalement à des cibles bien précises, puisque là, sur Minute Buzz, on est vraiment sur des cibles entre 18 et 35 ans, qui vont pas forcément regarder la télé, mais vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux, à scroller son wall Facebook et à chercher des vidéos. Donc on n'est pas forcément devant la télé, on est plus focus, plus engagé sur les réseaux sociaux avec une audience très attentive, parce que finalement c'est de l'infotainment, c'est pas vraiment de l'information. Et là, libre cours à toutes les marques de pouvoir mettre des spots publicitaires ou faire de la publicité en natif sur ces vidéos. Johanna, l'autre millennials de cette table. Non, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, c'est totalement dans la logique de ce que voulait faire Minute Buzz. Je pense aussi que je connais, que j'ai rencontré dans le passé. Je pense que TF1 va y trouver un intérêt. Après, j'espère que Minute Buzz aussi va pouvoir évoluer et continuer à faire. Est-ce que vous savez quelle est la part du numérique dans le chiffre d'affaires du groupe TF1? Je crois que c'est 5%. 5%. Oui, 5% de revenus. Mais en 2016, pour un média à 5% dans le numérique, aujourd'hui, c'est chaud. Donc, ils ont intérêt à mettre des billes, et c'est ce qu'ils viennent de faire en partie. Même si c'est pas évidemment la petite équipe de 40 personnes de Minute Buzz qui va changer toute la stratégie du paquebot TF1. Fabrice? D'autant plus que c'est pas une stratégie, c'est une déclinaison d'une stratégie existante depuis cette phrase là, du temps de cerveau développé, c'est 20 ans. Ouais. Donc il n'y a aucune stratégie. Il y a juste la continuité d'une stratégie qui date du siècle dernier et qui se décline sur Internet. Mais effectivement, entre les émissions que produisait TF1 il y a 20 ans, qui étaient déjà assez catastrophiques, mais ils étaient avant-gardistes, on va dire, dans ce domaine, et Minute Buzz, on peut pas dire que c'est de l'infotainment, parce que où est l'info là-dedans? C'est entertainment sans problème, mais on est dans la continuité. Or, le problème, c'est que face à ça, ils vont avoir des vraies disruptions. N'oublions pas quand même que Minute Buzz a un modèle économique qui est entièrement basé sur le brand content. 100% de ses revenus, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est du brand content. Le brand content, c'est ce qu'on fabrique pour les marques directement. On fabrique des petites pastilles de tout style à la demande des marques et qui sont censées aller toucher les gens sur les réseaux sociaux notamment, avec un langage qui s'adresse justement pour le coup aux millennials. Et pour le coup, là, on est purement dans un rêve de la régie de TF1. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir fabriquer aujourd'hui, alors qu'on a les moyens de le faire et qu'on sait faire du contenu, des contenus pour les marques qui sont les nôtres et notamment tous les grands comptes. Il y a de ça aussi, non? Oui, après, je pense que TF1 rachète une sorte d'agence, on a pu le voir aussi dans la presse, c'est une sorte d'agence spécialisée dans Facebook, Snapchat, etc., qui a déjà une audience qui est assez forte. Et je pense que TF1 a son audience classique, il va avoir son audience par ses émissions, par ses directs, par son replay, mais il n'a pas encore cette audience très forte sur les réseaux sociaux. Et en ça, Minute Buzz, je pense que c'est une sorte de start-up qui est déjà très bien implantée, qui connaît tous les codes à utiliser pour faire l'audience, pour faire du buzz, justement.
Et je pense que ça va leur apporter un plus. Après, Après, on n'est pas dans un modèle d'information éditoriale comme un média. Non, c'est on une peut pas cible dire. très précise, en Oui, fait. c'est une cible Oui. et c'est même des contenus assez précis Bien là-dessus. sûr. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans les contenus, c'est que c'est de la vidéo, Mm. même s'il y a aucune entre guillemets plus-value éditoriale à la vidéo. Mm. Je voyais ce matin, il y avait des citations qui étaient mises sur une vidéo, Mm. etc. Mm. C'est pas forcément le moyen le plus efficace, enfin ou le plus naturel d'exposer une citation que de les mettre sur une vidéo, mais c'est devenu le support de référence de base, le contenu de base du web, c'est la vidéo et les réseaux sociaux. Et l'autre chose, ce qui est quand même très intéressant et à mon avis à réfléchir pour les médias, non pas sur le contenu, comme le disait Fabrice, mais tous les contenus sont créés avec une question en tête par les gens qui le fabriquent. Est-ce que c'est partageable ? Et c'est uniquement parce que c'est partageable que ça arrive sur la plateforme. Et ça, je pense que c'est très Alors, on est intéressant. bien d'accord, mais tous les contenus qui sont fabriqués pour Minute Buzz avec TF1 ou pour TF1 vont passer par les réseaux sociaux, et notamment par Facebook, qui donne une prime exceptionnelle à tout ce qui est vidéo, et qui, évidemment, dès qu'il va y avoir de la publicité à l'intérieur, va vouloir prendre sa part, sa quote-part. Donc finalement, est-ce que TF1, dans sa stratégie aujourd'hui, n'est pas en train de faire encore plus la fortune de Twitter, de Snapchat, de Facebook, et finalement de perdre un peu le contrôle de sa diffusion? C'est ça la question. Sur le web, aujourd'hui, la diffusion au grand public, elle n'est pas dans des chaînes traditionnelles, elle est sur des médias, enfin, elle est sur Facebook, grosso modo, elle peut être sur Snapchat un peu, sur Twitter. Donc on est etc. dans un phénomène de Donc, plateformisation. le même TF1 perd des d'aujourd'hui, complètement. c'est Facebook. Hein, Complètement. TF1 perd des lignes aujourd'hui, on est bien d'accord point- quand même sur cette partie-là de plateformisation. TF1 est resté au XXe siècle. Le point Non, de création de ils valeur- font avec ce qu'ils ont, ils font avec la situation qu'ils ont. c'est pas Et des ils ont les mauvais, moyens de hein. faire Oui. autre chose. Ils ont lancé le Watt, point de ça a création de été valeur, c'est un l'agrégation. échec. Aujourd'hui, qui tient l'agrégation pour les contenus, c'est Facebook, Twitter, mais essentiellement Facebook. Si tu regardes d'autres stratégies de gens qui naviguent dans l'audiovisuel ou la télévision, si tu prends Molotov, ils attaquent ce point de création de valeur, qui est le point d'agrégation. Et ils vont chercher à créer de la valeur là où il y a un potentiel gigantesque. TF1, ils se contentent de tirer un modèle qui a 20 ans. En créant une plateforme d'accès qui va devenir... Non, c'est pas une plateforme. En créant des contenus qui vont déverser dans les plateformes des autres, qui eux vont vraiment toucher à la création de valeur. Il reste un esclave d'une plateforme, au même titre qu'au siècle dernier, c'est d'autres qui étaient esclaves de leur C'est plateforme. ce que disait n'est Philippe, au plus la siècle dernier, plateforme. quasiment, TF1 a tenté avec Watt d'être concurrent à YouTube et Dailymotion sans réussir jamais à y arriver, en fait. C'est un autre métier. Hein. Je sais pas, il faudrait demander à Olivier Bécassis, qui justement était derrière la création de Watt et qui est aujourd'hui derrière ce rachat de Minute Buzz, un peu les enseignements qui ont été tirés de cette époque et de cette période. Mais oui, ils n'ont pas réussi à faire vivre et se développer Watt, mais en même temps, on s'aperçoit avec ce qui est arrivé avec Dailymotion qu'il n'y a aussi qu'une seule place pour une plateforme de vidéo, et cette place aujourd'hui, elle est occupée par YouTube. Alors est-ce qu'ils auraient pu trouver une place un peu plus spécialisée, une niche pour eux, j'en sais rien. C'est une question de timing aussi, je pense. On s'aperçoit donc que Minute Buzz, c'est TF1, ça va donner des idées à d'autres médias. Moi, je m'appellerais Démotivateur, par exemple, ou des sites comme ça aujourd'hui. Je commencerai à calculer ma valo pour essayer de la vendre au mieux, parce que, à mon avis... Mais le on va groupe mettre longtemps Prisma à a se fait faire la racheter. même chose en rachetant le groupe Cerise, si je ne m'abuse, c'était dans la même absolument. logique. Ouais. Donc il va y avoir d'autres mouvements dans ce Donc dans c'est ce clair que domaine. tous les médias qui sont aujourd'hui sur quelque chose d'assez populaire et sur les millennials sont très très bien placés. Il va falloir peut-être qu'on change tout chez Digital Business News et qu'on se repositionne vraiment sur les millennials avec des chatons connectés, peut-être, je sais pas. Mais quelque moi, je chose trouve que c'est aussi. bien la diversité. Il faut rester, Faut rester dans la sur diversité. d'autres. D'accord, bon, c'est les autres qui vont devenir C'est complémentaire tout ça. Deuxième sujet de ce grand débat du web numéro 47. Que penser du programme numérique de Trump? Ben, ici, il existe un programme numérique de Trump. Il est même très, très inspiré par un certain Peter Thiel, qui est le créateur de PayPal, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Zero to One, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, qui est un personnage parfois controversé, et qui était le seul... Ça arrive. Ça arrive. Il est plus connu aujourd'hui. J'ai essayé de te laisser de la place, Palantir, Fabrice, pour dire qu'il n'est pas parfois, mais je vois que tu l'as saisi tout de suite. Et c'était à peu près le seul soutien qui était officiellement présent dans l'ensemble de la Silicon Valley pour Trump. En tout cas, il y avait des idées. Il y avait l'idée de mettre plus d'Américains dans la vallée, c'est-à-dire plus dans les startups, plus dans les grands groupes, ce qui n'arrange pas du tout les affaires de la Silicon Valley, qui vit beaucoup du talent génial des ingénieurs du monde entier, qu'ils soient indiens, français
ou autre. Fabriquer des iPhones aux États-Unis, c'était un symbole, on a vu, bon, est-ce que ça se fera, on en discutera. Création d'un cyber review team issu du Pentagone, en fait, et d'autres pour essayer de traquer un peu tous les éléments de faiblesse des vulnérabilités numériques. On vous dira si c'est bien. Ouverture élargie de backdoor dans les logiciels made in US, c'est-à-dire comment est-ce que l'État peut aller mettre son nez carrément dans les logiciels. Parce que ça se fait pas déjà d'une certaine façon. Fermer des parties d'internet, bon ça c'était une espèce de gag. Être un petit peu plus lâche sur la neutralité du net en disant que ceux qui ont de l'argent peuvent avoir accès à des contenus un petit peu différents. C'est la logique trumpesque. C'est l'inverse. Mais on précisera, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bon, bah, tu nous le diras. Et puis une guerre contre Jeff Bezos aussi, ça s'annonce potentiellement. Parce que Jeff Bezos, à l'inverse de Peter Thiel, qui est le créateur d'Amazon, alors lui, c'est le grand ennemi parce qu'il possède notamment le Washington Post qui a fait campagne très, très nettement contre Trump. Et là, maintenant, c'est l'heure des règlements de compte à OK Corral. Et puis, des impôts quand même et la récupération des impôts des géants. Parce qu'en Europe, on veut récupérer l'argent des GAFA. Mais les États-Unis voudraient bien aussi faire payer des impôts aux grands géants américains qui n'en payent pas beaucoup non plus. Aux États-Unis, en tout cas, pas leur quote-part. Et on commence avec toi. Qu'est-ce qu'il faut dans ce magma d'idées retenir comme idée principale ou comme idée fausse peut-être déjà sur le... Je plaidais pour ma chapelle, qui est la cybersécurité, qui est un gros morceau du programme de Trump, mais pas tout. Il y a des choses tout aussi délirantes dans le programme de Trump. Enfin, délirantes. Il ne faut pas non plus balayer tout ce que dit Trump d'un revers de main sous prétexte que le personnage est un peu choquant. C'est quand même très construit. Mais il y a une contradiction autour de la cybersécurité, c'est que d'un côté, il annonce des crédits exceptionnels pour une cybersécurité offensive, c'est-à-dire développer plus encore qu'elle ne l'est la capacité offensive dans le cyber des États-Unis, répliquer de façon systématique à toute attaque, et on sait que l'attribution est quelque chose de très compliqué, et que c'est très facile pour une agence avec des moyens de se faire passer pour quelqu'un d'autre de façon à provoquer une réprimande sur quelqu'un qui n'aurait au final rien fait. Et ça s'est déjà fait, les États-Unis ont déjà fait ça dans le passé. Là, il est question de systématiser les répliques, et c'est recipe for disaster, comme on dit en anglais. La cyberwar dans toute sa splendeur. Et puis, on a ce personnage de Peter Thiel, donc, qui est certes le fondateur de PayPal, mais aussi le fondateur de Palantir, qui est la pièce maîtresse de la surveillance américaine, qui fait que raisonner avec Trump, qui est un énorme fan de la NSA, on va avoir une nation Big Brother qui va être de plus en plus imposante, au point que les startups de la Silicon Valley commencent à détruire des données personnelles de leurs clients de peur de l'utilisation qu'en fera la NSA une fois que Trump arrivera au pouvoir. Parce que ils sont obligés d'admettre aujourd'hui que oui, il y a un libre accès, la NSA, sur leur système, et que oui, ils ont des données qui pourraient s'avérer très problématiques. Qui vont fermer les écoutilles pour que... Ils ne peuvent pas fermer les écoutilles. Ils sont dans un cadre juridique qui ne leur permet pas de fermer les écoutilles. C'est pas possible. Par contre, ils peuvent ne pas garder autant d'informations sur leurs clients. Ça, c'est parfaitement légal. Ils ont les moyens de le faire. Et du coup, moins exposer la vie privée de leurs clients. Où la data est le vrai pétrole des entreprises. C'est un compromis. Se suicider, en fait. Suicider, peut-être pas, mais réduire la voilure, réduire le potentiel de bénéfice, réduire le potentiel de création de valeur de la big data et de l'intelligence artificielle, en contrepartie de survivre l'époque Trump, parce qu'il y aura un après Trump et il y aura forcément des révélations. On est à l'ère Snowden et de la transparence forcée, et donc ils seront forcément obligés de rendre des comptes sur des choses qu'auront fait la NSA avec leurs données. Et alors, juste pour terminer sur la cybersécurité, on a donc cette volonté de Trump de mettre le paquet sur la cybersécurité, de mettre le paquet sur la détection des failles des systèmes américains souverains que tu évoquais tout à l'heure, et en même temps d'arrêter l'immigration dans la Silicon Valley. Il faut savoir que à l'heure actuelle, aux États-Unis comme en Europe, il y a un déficit de talent dans la cybersécurité qui est totalement critique. Pour 4 offres d'emploi, il y en a une qui trouve un candidat. Ça, c'est les chiffres de l'ANSSI sur la France. On a 25% des postes qui sont pourvus. Tout le reste, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont à poil en matière de cybersécurité. La façon dont des pays riches, comme la France ou les États-Unis, solutionnent ce problème, c'est l'immigration. Si Trump coupe l'immigration dans la Silicon Valley, ils vont se retrouver à poil en matière de cybersécurité. Une partie du génie de la Silicon Valley qui est le fait de pouvoir récupérer toute l'intelligence internationale comme ça, c'est même le cœur de l'idée de la Silicon Valley dès le départ. Marion, qu'est-ce que tu retiens dans toutes ces idées-là, toi ? Moi, je retiens surtout dire plus américain dans la Silicon Valley. Enfin, je rejoins ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, il y a énormément de Français, notamment d'Indiens dans la Silicon Valley, sont des talents qui ont reçu une formation, une éducation accessible très facilement, en tout cas pour les Français. Donc, c'est qui permet aussi d'avoir des compétences assez développées, de pouvoir partir aider des startups à la Silicon Valley. Je ne sais pas si le modèle actuel d'éducation aux États-Unis va permettre
d'avoir le même niveau pour les Américains. Et surtout, je sais pas vraiment comment. Comment te dire, c'est les meilleures Oui, universités de la planète. Quand même. Oui, mais pas accessible à tout le Ah monde oui, en fait. En même temps, quand il s'agit d'avoir des ingénieurs. Tu t'en aides sur 20 ans après tes études. Oui, tu t'en mais aides sur 20 ans, mais pas tout le monde va s'endetter sur 20 ans. Si t'es admis à Harvard, t'inquiète pas que t'auras des banques qui Quand il te font s'agit Oui. d'avoir des ingénieurs extrêmement pointus dans les plus grosses boîtes, on fait souvent appel à des étrangers quand même. Donc c'est bien la preuve oui, que mais enfin, faut pas le système exagérer non américain plus. ne On forme fait pas tout le appel à monde. des étrangers non pas pour avoir des gens extrêmement pointus, on fait appel à des étrangers parce que tous les extrêmement pointus américains sont déjà employés. Il y a un besoin de main-d'œuvre qui est largement supérieur à ce que le pays peut C'est une produire. explication. Aussi. Philippe. Moi, c'est plus l'aspect, on va dire, macroéconomique qui m'intéresse et mondial. C'est-à-dire l'idée de rapatrier les usines de Chine sur le c'est drôle, sur le ça. sol américain. Très bonne idée. Mais l'iPhone à 7 000 $, qui va l'acheter? Je trouve, mais non, mais c'est-à-dire qu'on L'iPhone à est 7 déjà 000 dans un oui. processus de robotisation Ouais, c'est ça. très avancé Ouais. dans les usines chinoises. Si ça se fait, à mon avis, ça va encore donner un coup de boost à ce processus de robotisation. Et si on ramène les usines sur le sol américain, il y aura quasiment personne. Ça n'embauchera quasiment C'est personne. vrai que c'est les Chinois qui ont fait ce processus de robotisation. C'est pas comme certaines industries européennes où on a vachement accompagné, je pense notamment aux Allemands, cette robotisation. Et on est capable, hein, les Allemands le font, de ramener tout ce savoir-faire et ces usines sur le territoire national. Là, Foxconn, c'est une boîte chinoise. Apple, ils maîtrisent pas ces processus. Ils maîtrisent tout un tas d'autres choses, mais pas. Et là, il y a un vrai problème, c'est que le savoir-faire en question, il n'est pas américain. Oui, la logistique, elle est ailleurs finalement sur Mais la Apple fabrication. pourra le racheter. Apple a des Apple peut containers racheter, c'est de vrai. billets de 100 $ coincés dans les paradis où ça, fiscaux. Et ça, ou ça dans un certain nombre de Ah bon, paradis c'est fiscaux, vrai. les îles Vierges, etc. Pour échapper à l'impôt, au moins pour l'instant, Apple, mais d'autres aussi, préfèrent conserver ces capitaux dans des paradis fiscaux plutôt que de les rapatrier aux États-Unis. Donc on parle, nous, souvent du fait que les GAFA échappent à l'impôt ici en Europe ils et en échappent France partout. en particulier, mais y compris aux États-Unis, mais avec cet enjeu de blocage. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose... N'oublions pas que dans un premier temps, les robots, ça se fabrique. Et pour les fabriquer, il faut des usines. Et il faut donc des personnes pour les fabriquer. Donc il y a une première partie du temps qui est une période de Oui, fabrication. et puis Qui cet peut être argent, favorable en tout cas pour un mandat à Trump parce que ça l'aide. cet argent qui est bloqué dehors pourra servir à ça. Voilà. Johanna, sur qu'est-ce que tu notes de tous les propositions que j'ai citées là? Moi, ce qui me semble, ce qui ressort pour moi, c'est l'impression que c'est vraiment comme ça l'arrange. C'est un intérêt personnel. Par exemple, il aime pas Jeff Bezos. Bon, il va se venger sur. Non, sur- il y a vraiment une guerre entre les deux. Et puis Oui, Jeff mais- Bezos a quand même tué le Washington Post en lui faisant faire de la merde. C'est ahurissant, ça. C'est Le Washington vraiment Post, c'est quand même Enfin, un monument de la C'est presse. quand même pas Trump qui va défendre la liberté de la presse. Non, non, Ouais, bien c'est sûr la que non. presse, hein. Mais Bezos a aussi joué au con. Il y a une semaine, le Washington Post poussait un article qui était du complotisme pur, qui s'est fait d'ailleurs défoncer aussi bien par Fortune que par The Intercept. Mais Jeff Bezos a quand même très largement entamé la crédibilité La différence du avec Trump, Washington c'est qu'il Post. marche à visage découvert d'une certaine façon et qu'il annonce d'avance qu'il va détruire en fait. Alors que Oui, tous les oui. autres le font sans annoncer ça. C'est Voilà. ça. C'est que Donc c'est finalement, annoncé. là-dessus, Jeff Bezos c'est son ennemi, mais c'est un peu tout le monde arrive avec des ennemis et tout le monde désigne quelques personnes au passage. Donc il y a d'autres sujets ou pas sur le Oui, que tu as sur noté, les toi hackers russes aussi, Ouais. justement, quand ça l'arrange, c'est bien. Il faut qu'ils attaquent. Et puis quand c'est sur lui, ben non. Ouais. Donc c'est ce côté un peu, moi je trouve pas très. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que Trump, dont on dit que ça peut être potentiellement parce qu'il fait des gaffes à va en guerre, soit un va en guerre numérique en fait, et qu'il développe une vraie son discours quoi. est un discours de va-t-en-guerre numérique. Ouais. Maintenant, il faut pas se leurrer. Clinton était au moins aussi va-t-en-guerre, et puis elle était en train de démarrer une guerre contre la Russie. Qui était moins numérique pour le coup. Si, qui est totalement très numérique. Oui, au départ. La Russie a dénoncé il y a une semaine un complot qui visait à provoquer un bank run sur le territoire russe en alliant hacking et désinformation. Et il y a guère que les Américains qui peuvent faire des trucs aussi sophistiqués. Donc non, elle était très numérique. Dans un premier temps, on savait peut-être que Non, Trump, lui, a l'idée de rester dans on va pas faire la guerre avec les Russes avec des missiles, tout le monde va se faire tuer. Alors que le numérique, ça permet de faire des trucs. Il y a des endroits. Bon, on termine avec un +1, -1. Il nous reste assez peu de temps. Qui a un +1? Tiens. Je vais pousser le cynisme jusqu'au bout. Je vais mettre un +1 à Donald Trump, dont la magnifique politique en matière d'affaires étrangères et plus particulièrement de cyber a éliminé ma concurrence américaine de partout, sauf du territoire américain. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, il faut être complètement fou pour faire confiance à des Américains en matière de cyberdéfense. Donc, on assiste dès à présent à un mouvement
de gros doutes et de recul face aux technologies américaines parce qu'effectivement elles sont trouées. Et aujourd'hui, c'est pas la peine de se cacher, tout le monde le sait, et même elles-mêmes les admettent. Ce qui fait que pour les technologies non américaines, le marché tout d'un coup devient gigantesque parce que débarrassé de la concurrence américaine. Donc voilà un homme heureux que Trump soit bientôt là au Je pouvoir. le regretterai forcément à un moment ou à l'autre, parce qu'on sent tous qu'il va faire des conneries. Ça, on l'a bien Mais d'un compris. point de vue business, D'un il point de va vue très business, c'est bien. vrai. Johanna. Moi, mon +1, c'est un +1 qui date de hier. C'est l'annonce le lancement là, des candidatures station F. Je trouve ça super. Ah oui, Parce que du coup, on l'annonce ouvre les officielle, portes. L'annonce officielle TechCrunch, des tout ça va se... candidatures et qui est un énorme appel à plein d'entrepreneurs internationaux à venir nous rejoindre, et je trouve ça super Enfin, les travaux positif. sont encore Qui viendront en peut-être de la cours. hein. Silicon Valley. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de chantiers en cours dans Mais dans c'est cet pour endroit, cette 2017, mais en Ouais, tout cas, absolument. maintenant, Ouais. c'est clairement dit. Et... Ouais, ça va portes sont être un beau truc. Rapidement, Philippe. Moi, j'ai un +1, pour une fois n'est pas coutume, ça va être pour le gouvernement français qui organise le sommet, le partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership, qui a lieu à Paris cette fin de semaine et qui fait venir des gens qui bidouillent les données dans l'open data, mais aussi des gouvernements avec qui ils essayent de discuter, qui viennent de 72 ou 75 pays différents, donc beaucoup d'Afrique aussi qui sont là. Je suis pas sûr que ça va donner des résultats à très court terme, mais je pense qu'il y a une dynamique qui est assez intéressante sur l'exploitation des données publiques par les citoyens. On a vu que le gouvernement était très ouvert en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, l'ouverture est extrêmement large. C'est terminé pour le grand débat du web numéro 47. N'hésitez pas à partager, le hashtag toujours le même, LGDW. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres aventures, d'autres sujets. Et merci à Marion, Johanna, Philippe et Fabrice. Salut à vous, à plus.